On va passer au dossier 3. Le dossier 3, c'est un dossier de démence. Donc, Madame F, 87, a chuté également à domicile, comme donc, toutes les personnes de ce dossier, et on se rend compte qu'elle a de multiples problèmes de santé et qu'elle a des troubles de la mémoire depuis 3 ans de manière progressive. La question numéro 1, c'est une question importante, c'est quelle est la cause la plus vraisemblable des troubles cognitifs? Donc ça, c'est pas très compliqué. On va tout de suite dire que c'est une démence, en raison des troubles de la mémoire, de type démence d'Alzheimer. C'est un diagnostic de fréquence, c'est pas forcément celui-là, mais en tout cas, devant le type de tableau, ce sera l'argument de fréquence et le type de trouble qui fera orienter vers une démence d'Alzheimer. Ou une démence mixte, la démence vasculaire étant une cause très fréquente également de démence. Donc ça peut très bien être une démence mixte, à la fois Alzheimer et vasculaire. La démence vasculaire, il faut la soupçonner devant tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire, diabète, hypertension, tabac, antécédents familiaux, etc. Donc dans ces cas-là, il faut penser à une démence vasculaire qui va être plus progressive et qui va être par à-coups, notamment après des accidents vasculaires cérébraux ou des accidents ischémiques transitoires. Donc là, le diagnostic de maladie d'Alzheimer, donc qui est probable, sera posé en raison de l'association de troubles mnésiques, donc défaut de la mémoire, avec des troubles cognitifs qui vont être au premier plan également, c'est-à-dire des apraxies, des troubles des fonctions de l'apraxie, une aphasie, trouble pour trouver ses mots, pour s'exprimer correctement, et une agnosie, difficulté de reconnaissance des gens ou même de ces troubles. On va avoir à terme une anosognosie, qui est une incapacité à comprendre ce qui arrive à soi. On a également des troubles des fonctions exécutives, du raisonnement, du jugement, et donc j'ai mis à la fin l'anosognosie. Il y a un moyen mnémotechnique qui est pas mal pour retenir tout ça, c'est l'amour, L-A-M-O-U-R, avec le L pour trouble du langage, le A pour tout ce qui est apraxie, aphasie, agnosie, le M pour trouble mnésique évidemment, le O pour trouble de l'orientation, on va avoir une désorientation temporospatiale, le U, alors en fait il y a un petit H puis le U pour trouble de l'humeur, on aura souvent des troubles anxieux et des troubles de dépressifs associés, et le R pour tout ce qui est trouble du raisonnement et du jugement. Notamment le très classique, on demande aux patients chez qui on soupçonne une maladie d'Alzheimer, on leur fait une blague et on regarde s'ils ont un sens critique par rapport à la blague. Alors celle qui est utilisée en ce moment, je crois que c'est... On s'est rendu compte que dans les trains, c'était le wagon de tête qui était le plus souvent touché, donc on a décidé de supprimer le wagon de tête. Donc c'est une blague absurde, mais la personne qui a un début de démence fera « Ah bon, c'est curieux, c'est dingue qu'il fasse ça », au lieu de critiquer cette blague. Alors, ces déficits cognitifs, un élément de diagnostic important, il faut qu'il soit à l'origine d'un retentissement significatif sur la vie courante et tous les jours. Il faut que le déclin soit significatif par rapport à l'état antérieur, et il faut que le début soit progressif ou pas. Il faut éliminer un diagnostic différentiel, notamment un diagnostic neurologique, une démence de type Parkinson, une démence lobaire frontotemporale. Alors, la DFLT, démence lobaire frontotemporale, elle contient trois sous-types de démence. La démence frontotemporale, celle que vous connaissez le plus, où on a une perte de l'inhibition. On retrouve des instincts, des conduites instinctuelles. On a également l'aphasie primaire. On a également une démence sémantique, qui est une démence progressive, où c'est tout le champ sémantique qui va disparaître petit à petit. Donc la démence lobaire frontotemporale regroupe ces 3 diagnostics à l'intérieur. Il faut penser également à la démence à corps de Lévy, très important, et donc à d'autres types de démences qui peuvent exister. Il faut éliminer une confusion mentale ou une pathologie psychiatrique. Donc une confusion mentale, on rappelle, c'est brutal, c'est aigu, c'est fluctuant. Une pathologie mentale de type schizophrénie ou dépression. Alors attention, on va y revenir, mais la dépression, c'est un gros diagnostic différentiel de la maladie d'Alzheimer. Et en cas de doute, il faut traiter la dépression, voir au bout de 6 mois ce qui se passe, et si ça ne s'est pas amélioré, on conclura une maladie d'Alzheimer. Donc on va rechercher des troubles du comportement, plutôt en faveur d'une démence donc frontotemporale, une apathie, une perte d'initiative, des difficultés de maîtrise émotionnelle, une perte des inhibitions et des actes tout à fait instinctuels, un grasping, un sucking. On peut avoir tout ce genre de troubles qui vont être vus dans la démence frontotemporale. On va chercher des troubles du comportement moteur
et des troubles moteurs en faveur d'une maladie de Parkinson, des tremblements, une akinésie, etc. On va chercher des troubles des conduites élémentaires, c'est ce qu'on avait dit également là-bas. Donc les troubles de l'humeur, je l'avais mis en numéro 4, très important, ils peuvent être associés ou être un diagnostic différentiel à part entière de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, les diagnostics différentiels classiques, une intoxication, une prise de médicaments ou des troubles cardiaques qui peuvent entraîner une pseudo-démence. Donc c'est une réponse qui est très longue, qu'il faut bien organiser, et il faut bien mettre en évidence qu'il y a un diagnostic positif, qu'il y a les troubles cognitifs et les troubles mnésiques, le retentissement sur la vie de tous les jours, qui est un élément très important, et l'exclusion des diagnostics différentiels. Donc 3 axes. 1, positif, 2, retentissement, 3, diagnostics différentiels, et bien penser à tous les troubles neurologiques qui peuvent être à l'origine de démence. Pour la question 2, donc c'est évident pour vous, vous êtes externe, donc vous le faites tous les jours. Quel est le principal outil de dépistage des troubles cognitifs? Donc c'est le MMS ou MMSE, Mini Mental State. Comment l'interpréter et quelle fonction supérieure il apprécie? Alors ça, c'est ce que vous savez un peu moins, c'est qu'il faut l'interpréter en fonction de l'âge, en fonction du niveau socio-culturel du patient, c'est très important. Un chef d'entreprise qui a un MMS à 28 sur 30, ce sera plus grave proportionnellement qu'un ouvrier qui a un MMS à 27 ou à 26. Il faut également interpréter ce MMS en fonction de l'état de vigilance et en fonction de l'humeur du patient. L'humeur, c'est tout ce qui est trouble dépressif, justement. En cas de dépression ou en cas de confusion, le MMS sera fortement diminué, donc il faudra le refaire à terme. Le MMS, c'est un outil qui est facile à faire, il ne faut pas hésiter à le refaire pour évaluer la réponse au traitement, le suivi. Donc les items qui sont explorés dans la MMSE, si vous n'en avez jamais fait, allez dans votre service, demandez ou allez sur Internet. Vous verrez que c'est toujours un peu la même chose qui est standardisée. Ça commence par des questions qui sont d'ordre d'orientation temporo-spatiale, donc des questions simples. Où sommes-nous? Dans quelle ville? Dans quel département? Dans quel pays? En quelle année sommes-nous? Quel jour? Quel mois? Etc. Donc quel hôpital sommes-nous? À quel étage? Donc des questions simples, mais parfois vous verrez que ce n'est pas toujours facile. Ensuite, on a tout ce qui est fonction de la mémorisation. Donc les 3 mots qui sont souvent utilisés à mémoriser, ça doit être porte, fleur et l'autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser n'importe quel mot, 3 mots qu'il faut faire mémoriser au patient. Et il faut lui dire de les redire immédiatement. Et à la fin du test, on fera un rappel différé pour voir si la mémoire immédiate et la mémoire retardée fonctionnent. En cas d'anomalie de la mémoire retardée, on fera un indissage, on dira « souviens-toi, c'était un végétal ». Et là, s'il dit fleur, c'est moins grave que s'il ne trouve pas du tout. Ça évalue également le langage. On va demander au patient de dire des phrases, par exemple ni où, ni mais, ni que, à répéter. On va faire calculer le patient, donc il faut calculer de 100 en soustrayant 7 à chaque fois, c'est un peu compliqué. Et enfin, on testera tout ce qui est fonction praxique en faisant dessiner au patient une figure qui est proposée. Donc c'est 2 carrés qui sont imbriqués les uns dans l'autre. Et chez le patient qui a une apraxie, il aura beaucoup de mal à dessiner cette figure normalement. Dans la question 3, on vous demande d'autres tests de dépistage des troubles cognitifs. Donc le principal test auquel il faudra penser, c'est le BREF, qui va différencier une démence frontotemporale d'une maladie d'Alzheimer. Et d'autres tests pour diagnostiquer une maladie d'Alzheimer, ça va être le test de l'horloge. Il faudra dessiner sur une horloge une heure précise. Donc là encore, ça fait appel à beaucoup de fonctions, à la fois dans la praxie, mais aussi dans l'intégration, dans le jugement, dans l'orientation spatiale. Et c'est un examen qui est très très efficace. Le test des 5 mots qu'il faut répéter, rappeler. Le test de Mack-Isaac, ou dire le maximum de nombre de couleurs, de fruits, de villes, avec 15 secondes pour chacun. Et c'est normal si on a au moins 28 items. En dessous, c'est des troubles de l'appel à la mémoire. Et donc, c'est des troubles mnésiques. Dans la question 4, on y arrive. On s'en est servi au dossier numéro 1 et 2. Donc, on va enfin détailler ce que c'est. C'est quelles sont les 2 principales échelles qui permettent d'évaluer l'autonomie et quel en est le bénéfice direct pour le patient. Donc, c'est enfin les échelles ADL et IADL. Et ces 2 échelles permettent de calculer la grille AGIR,
Agir, c'est A2GIR. Et la grille Agir, c'est ce qui permet de savoir quel complément de ressources on va allouer à la personne âgée. Donc on va déterminer quel sera le montant de l'APA, l'allocation personnalisée autonomie. Donc le ADL, c'est Activity Daily Living. Donc c'est des activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire se lever, aller aux toilettes, faire à manger, s'habiller, faire des transferts du lit à l'extérieur. En fait, si on vous demande quels sont les items dedans, il faut penser à tout ce que vous faites le matin et vous retrouvez tous les items. Vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous vous douchez, vous vous faites à manger, vous vous habillez, etc. C'est pas très compliqué, vous réfléchissez à ce que vous faites le matin et c'est bon. Tout ce qui est IADL, c'est les activités instrumentales qui impliquent un intermédiaire instrumental. Et en fait, il y en a 4 principales dont il faut se retenir, les plus importants, et c'est les 4 T. Donc ça va être le téléphone, ça va être les transports, l'utilisation de transports, notamment du bus, ça va être les traitements, la capacité à prendre les médicaments de manière optimale, et ça va être la trésorerie, la capacité à faire ses comptes tout seul. Donc les 4 T, c'est les plus importants, c'est ceux dont il faut se retenir. C'est ceux dont il faut se souvenir. Sinon, il y a aussi donc, faire les courses, la cuisine, le ménage, la lessive. Bon, vous pouvez les apprendre si vous voulez, mais ce n'est pas très important. Dans la question numéro 5, on demande quels autres examens complémentaires faut-il réaliser pour avoir un diagnostic de certitude. Donc là, devant toute démence, il faut faire un bilan complémentaire afin d'éliminer un diagnostic différentiel. Donc ce sera un bilan assez standardisé. On aura toujours une NFS, un bilan rénal, un bilan hépatique, une calcémie là encore, un ionogramme sanguin, une glycémie, une protidémie. On rajoutera la TSH pour ultrasensible, pour chercher une hypothyroïdie qui peut induire vraiment une démence. On va faire un ECG pour voir le niveau cardiaque du patient. Et en fonction du contexte, ce n'est pas systématique justement, on pourra faire un dosage du B9, B12, on pourra faire le bilan hépatique qui n'est pas systématique, on pourra faire une sérologie de la syphilis. La neurosyphilis peut donner une pseudo-démence et c'est curable, donc il faut y penser. Pareil pour la sérologie de Lyme, en cas de région à risque, l'Alsace, ou en cas de période à risque, il faut penser à une piqûre par une tique, une morsure par une tique, et penser au Lyme. Il faudra faire la sérologie VIH également, en cas de contexte particulier. Et on peut également faire une ponction lombaire avec analyse du LCR en cas de présentation atypique. L'imagerie cérébrale sera également systématique. Donc là, le scanner, ça ne sert à rien d'en faire. Contrairement à la confusion où on peut se contenter du scanner. Là, il faut une IRM cérébrale avec des séquences T1, T2, T2 étoiles et flares, et notamment des séquences qui sont centrées sur l'hippocampe étant le siège de la mémoire. Parfois, on peut voir une atrophie hippocampique dans une maladie d'Alzheimer. Le flair et le T2, c'est surtout, et le T2 étoile aussi, c'est surtout pour éliminer une démence vasculaire. On verra des hypersignaux de la substance blanche en cas de démence vasculaire, qui seront à distinguer de la CEP, puisqu'ils sont plutôt périventriculaires, mais parallèles au ventricule. Dans la CEP, ils sont plutôt perpendiculaires au ventricule. Pareil, le T2 étoile, ça permettra de voir des zones en hyposignal qui correspondent à des zones de saignement anciens, donc qui sont en faveur d'une démence vasculaire. Dans l'avenir, on va pouvoir doser dans le LCR les protéines Tau, notamment chez les patients jeunes ou en cas de diagnostic douteux, qui sont très en faveur d'une maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, je vous rappelle qu'il n'y a aucun examen qui permet avec certitude de savoir qu'il y a un diagnostic d'Alzheimer. Ce serait l'examen ANAPAT sur une autopsie qui montrerait donc des dépôts amyloïdes donc dans le cerveau et donc qui serait typique de la maladie d'Alzheimer. Dans la question 6, on demande quels sont les troubles présentés par cette patiente qui peuvent majorer son handicap. Donc là, c'est une question qui peut être applicable à tous les diagnostics en gériatrie. Donc tout ce qui est dépression et troubles de l'humeur, tout ce qui est troubles sensoriels, baisse d'acuité visuelle ou baisse d'acuité auditive, tout ce qui est dénutrition également, et les chutes sont des éléments qui vont décompenser, qui vont aggraver les troubles d'une personne âgée. Donc tous ces items-là, on peut les mettre dans tous les dossiers. En cas de chute, la dénutrition, les déficits sensoriels, la démence aggrave la chute. En cas de dénutrition, la démence, des chutes, etc. aggravent la dénutrition. Donc c'est des éléments qui sont interconnectés chez la personne âgée et qu'on peut ressortir à chaque fois. Donc c'est important de le savoir. Dans la question 8, on a d'abord la question 7. On a la fille de la patiente qui demande à savoir le diagnostic.
Donc là, c'est un piège, évidemment. Une personne qui est démente, ça ne vous empêche pas de maintenir le secret médical. Donc la personne démente a le droit au même droit que les patients normaux. Donc il faudra annoncer la nouvelle aux patients d'abord, dans des termes appropriés, il faudra faire très attention, aller progressivement, il faudra notamment parler de maladies de la mémoire, de maladies du cerveau, de maladies d'Alzheimer, il faudra dire le mot pour qu'ils soient au courant, et il faudra éviter tout ce qui est dégénérescence, démence, qui sont des mots péjoratifs et qui sont à éviter dans ce cadre-là. En cas de maladie avancée, il faudra quand même annoncer le diagnostic au patient, mais en cas d'anosognosie totale, ça ne servira à rien de réannoncer le diagnostic plusieurs fois au patient. C'est plutôt à risque de traumatisme qu'autre chose. Il y a une conférence de consensus sur des recommandations quant à l'annonce de la maladie chez un patient Alzheimer qui sont intéressantes à voir. C'est un peu comme une annonce de mauvaise nouvelle, il faut y aller progressivement, il faut essayer de suivre le patient après l'annonce. Donc c'est bien de la lire pour savoir un petit peu comment annoncer. En tout cas, il faut annoncer l'annonce de la maladie, il faut la faire au patient, et si lui le veut, on pourra le dire à la fille, ou à l'entourage, ou à la personne de confiance qu'il a choisie. Mais encore une fois, le secret médical s'exerce ici. Donc quelles mesures médicamenteuses et non médicamenteuses faut-il mettre en œuvre? Donc dans les mesures médicamenteuses, on va mettre évidemment des médicaments qui vont ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire à un stade précoce des anticholinésterasiques, donc le réménil ou la galantamine. À un stade plus avancé, la mémantine, en cas de MMS inférieur à 10 notamment, qui est un inhibiteur un antiglutamate et qui va ralentir la progression. En pratique, le ralentissement est très faible. Il n'y a pas encore de médicament miracle pour ralentir la maladie d'Alzheimer. Donc les traitements doivent être instaurés à la dose minimale efficace, doivent être réévalués très régulièrement, et il faut éviter toute polymédicamentation. J'avais une question d'un étudiant qui demandait quel traitement on met entre 10 et 20 de MMS. Parce qu'en dessous de 10, on a compris c'est mémantine, au-dessus de 10, c'est anticholinésterasique, et entre les deux, qu'est-ce qu'on met? En pratique, on met surtout l'anticholinésterasique en premier lieu. S'il est inefficace, on va le changer pour un autre anticholinésterasique ou on switchera pour la mémantine. On n'a pas encore prouvé d'efficacité à une association de mémantine plus anticholinésterasique, donc on fera soit l'un soit l'autre. Comme traitement associé, on traitera le syndrome dépressif, même s'il n'est pas franc, on va mettre un inhibiteur de la recapture de la sérotonine afin de démasquer un éventuel syndrome dépressif. Dans tous les cas, une démence est souvent associée à un syndrome dépressif, donc ce n'est pas forcément le syndrome dépressif qui est seule cause de la démence. On évitera toute polymédicamentation. Ça, c'est une phrase clé à ressortir dans tous les dossiers de gériatrie. Éviter la polymédicamentation et faire le ménage dans les ordonnances. On va appareiller le patient, mettre des prothèses auditives, mettre des prothèses visuelles. Et on va donner des suppléments nutritionnels pour éviter que le patient s'aggrave. Là encore, on va reprendre tous les items qu'on a vus dans la question d'avant. Nutrition, chute, démence, troubles visuels, etc. Et on va tous les corriger. Et ce sera une correction qui sera systématique dans toute question sur le traitement d'un patient, d'une personne âgée. Et enfin, les mesures non médicamenteuses, ça rejoint un peu la question 1. C'est les aides qui sont personnelles, infirmières, auxiliaires de vie, orthophonistes, kinésithérapeutes, etc., médecins traitants. Alors là, il ne faudra pas mettre de télé-alarme, puisque le patient est dément et il appuiera dessus à tout bout de champ. Donc ne pas mettre de télé-alarme. Et enfin, les mesures financières, l'APA, l'allocation au logement, le 100%, etc. Dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, il faudra envisager l'avenir, donc discuter dès le début d'une mise en institution, avec désignation d'une personne de confiance, et mettre en place une mesure de protection, de sauvegarde des biens de la personne, de manière assez rapide en cas d'aggravation. Notamment dans une démence qui est frontotemporale, il faudra bien faire attention à dire à l'entourage et à la personne qui est malade que les conduites de désinhibition et de levée des instincts, enfin de renforcement des instincts, peut conduire à des situations sociales très graves. Donc il faut assez bien prévenir les patients et l'entourage que ça risque de s'aggraver. De même, en cas de présence d'armes à feu, en cas de chasse, en cas de plongée, il faudra restreindre ces activités et envisager d'autres activités un peu moins à risque. Alors dans la conférence de consensus, ils mettent aussi que le repassage est une activité à risque. Donc c'est vrai, on peut se brûler en repassant.
La question 9. Donc le malade se dégrade. Vous faites un dosage de l'albumine plasmatique. Elle est à 29. Donc c'est une dénutrition qui est sévère, effectivement. On cherche des facteurs d'anorexie. Donc les facteurs d'anorexie, c'est des troubles bucco-dentaires. Donc l'absence de dents va empêcher le patient de manger. Des mycoses. Alors les mycoses, c'est fréquent et ça fait très mal. Une agueusie, donc un trouble du goût. Et une sécheresse buccale. Il y a beaucoup de médicaments qui donnent des sécheresses buccales, notamment les psychotropes, les hypnotiques, etc. Donc il faut faire très attention parce que ça empêche vraiment la personne de manger. Et toute douleur, évidemment. Les médicaments eux-mêmes peuvent être anorexigènes, donc couper l'appétit et entraîner une dénutrition. Les mesures à prendre pour renutrir le patient, ça va être favoriser des repas conviviaux, avec des aliments que le patient aime, une texture qui est adaptée, augmenter le nombre de repas pour que le patient mange plus fréquemment, c'est laisser le temps au patient. Dans les hôpitaux où le patient a une demi-heure pour manger, il va être dénutri, il n'aura pas le temps de manger. Favoriser un appareillage adéquat. Si le patient ne peut plus tenir les couteaux et les fourchettes, évidemment, il ne mangera pas. Donc, favoriser un appareillage adéquat. Et enfin, supplémenter à la fois l'alimentation, mais également donner des suppléments alimentaires hypercaloriques et hyperprotéiques pour maintenir une alimentation adéquate. Donc là encore, la démence, notamment la démence d'Alzheimer, est très bien encadrée par de multiples conférences de consensus qui datent toutes de mai-juin 2009. Donc vous verrez, il y a l'annonce de la maladie d'Alzheimer, il y a le guide ALD de la maladie d'Alzheimer, et il y a que faire en cas de confusion chez un malade Alzheimer. Donc je vous invite à aller voir ces conférences, pas forcément les apprendre par cœur, mais au moins connaître les principaux points clés de ces maladies. Donc on a fini avec le dossier numéro 3.